Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous pro sur la phase de maîtrise d'œuvre conception. Aujourd'hui, comme d'habitude, hein, vous n'aurez pas accès à la webcam ni au micro pour poser vos questions. Donc je vous invite à les poser dans l'onglet questions et réponses qui se situe en bas de votre écran. Donc, pour le programme du jour, je vais commencer par vous présenter l'Agence parisienne du climat, ainsi que l'accompagnement que nous pouvons réaliser auprès des copropriétés, et vous balayer rapidement le cahier des charges maîtrise d'œuvre conception sur laquelle va s'appuyer un certain nombre d'éléments, notamment une nouvelle aide financière. Nous aurons ensuite une intervention de Monsieur Loris, architecte de l'agence Arcimboldo. Pardon, je ne me suis pas assez entraînée. Et nous aurons également un retour d'expérience d'une copropriétaire du 18e arrondissement, Madame Notis. Nous prendrons ensuite les questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure qu'elles vous viennent, et ensuite on les regroupera et on y répondra dès que les interventions sont terminées. Donc, l'Agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée en 2011 par la ville de Paris. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner la mise en œuvre du plan climat air-énergie sur de nombreuses thématiques, dont le bâtiment et le changement climatique, qui nous concernent directement en termes de copropriété. Et donc, nous accompagnons de nombreux publics, dont vous en tant que copropriétaire et professionnel, puisque vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Alors, donc nous avons des conseils à la fois sur la rénovation énergétique. Donc là, c'est le sujet sur lequel on est aujourd'hui, avec du conseil, des rendez-vous, comme en ce moment, et l'accompagnement par le biais de la plateforme Coach CoPro. Nous avons également des actualités sur notre site avec des publications et un certain nombre d'événements plus grand public, atelier éco-gestes, café climat et le défi des clics. Défi des clics qui vous permet pendant 5 mois d'apprendre des gestes pour économiser l'eau, l'énergie et sur les déchets. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire en ce moment. Donc, on pourra vous mettre un lien vers ce défi dans le chat pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, regarder et vous inscrire. Donc, notre outil principal pour les copropriétés, c'est ce qu'on appelle la plateforme Coach CoPro. Donc, c'est une plateforme qui vous permet d'être mis en relation, donc vous, copropriétaires, et vous, professionnels. Donc, nous, on vous accompagne sur tout votre projet, du début à la fin, et on s'adapte aux besoins de la copropriété, au stade où vous en êtes, aux questions spécifiques que vous avez. Donc, ensuite, on a un des principaux outils, c'est l'annuaire des professionnels Coach CoPro. Donc, sur cet annuaire, vous y retrouverez des professionnels qui ont toutes les certifications nécessaires sur les travaux sur lesquels ils sont indiqués et qui, en plus, ont été validés de notre côté parce qu'ils ont des expériences en copropriété et en rénovation énergétique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux quand vous avez besoin de faire des devis. Également, l'autre outil intéressant, c'est la carte des copropriétés rénovées. Donc là, vous pouvez sélectionner sur la carte des projets qui correspondent à votre copropriété en termes d'époque, de nombre de logements, de type de chauffage, et voir ce qu'il a déjà pu être fait sur Paris et en proche couronne. Et également, donc, il y a des projets qui sont finis, d'autres qui sont en cours, mais c'est important de savoir qu'il y en a beaucoup qui sont en fin de maîtrise d'œuvre, justement, ou qui sont en train de voter des travaux, et donc il n'y a pas encore de fiches dessus, mais il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous
après les consultations de ces fiches, si vous ne trouvez pas un projet qui correspond parfaitement aux caractéristiques de votre copropriété. Voilà, donc ça, c'est si vous souhaitez être accompagné, donc vous pourrez vous inscrire sur la plateforme CoachCopro. Donc, vous aurez un ou une référente sur votre arrondissement pour vous accompagner. Donc, ensuite, notre sujet aujourd'hui, donc moi, je vais rester vraiment sur la partie générale de ce que c'est que l'étape de maîtrise d'œuvre conception dans le cadre d'une rénovation globale. C'est Monsieur Loris qui ira plus dans le détail du projet, dans le concret. Donc, la phase de conception maîtrise d'œuvre, elle sert à plusieurs choses. Donc, elle est généralement réalisée après une analyse énergétique du bâtiment, soit sous forme d'audit énergétique, soit sous forme de diagnostic technique global. Donc, ça vous permet d'avoir un premier état des lieux de la copropriété. Et donc, la maîtrise d'œuvre s'appuie, quand il existe, sur ces diagnostics pour aller beaucoup plus dans le détail sur le futur projet avant que vous ayez à voter les travaux. Donc, c'est déjà concevoir un projet adapté à vos besoins. Ensuite, coordonner les postes de travaux, l'ordre de leur réalisation. Il y a la rédaction des cahiers des charges pour consulter les entreprises pour tous les postes de travaux qui sont prévus. Il y a également la faisabilité et urbanistique du projet, qui a un rôle très important sur les rénovations globales, et la demande de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Là, ça balaye les principaux éléments de cette phase. Donc nous, aujourd'hui, on vous apporte un modèle de cahier des charges de maîtrise d'œuvre, donc qui a été réalisé en 2015 à l'Agence parisienne du climat avec plusieurs professionnels du secteur. Donc l'objectif de ce cahier des charges, c'est de donner des éléments de contexte sur ce qu'est cette phase. Ensuite, préparer la consultation pour prendre une mission de maîtrise d'œuvre, vous faciliter la comparaison des offres et bien définir cette phase dans le détail. Vous allez voir, c'est un cahier des charges. Enfin, je ne vais pas vous le présenter là, mais en tout cas, je vous l'enverrai derrière avec les PowerPoint. Donc, c'est un cahier des charges qui est assez complet, sachant qu'il y a des parties qui sont aussi pédagogiques pour vous expliquer à quoi elles correspondent et à quoi il faut faire attention. Si je vous parle de ce cahier des charges, c'est parce que la métropole du Grand Paris a mis en place une subvention de 10 000 € donc pour des projets de rénovation globale. Donc, les critères pour l'obtenir, ce sera déjà que la copropriété s'inscrive sur la plateforme CoachCopro. Donc, la plateforme que je vous ai présentée tout à l'heure, qui vous permet d'être accompagné de A à Z. Donc, ça, c'est le cas pour toutes les aides locales. Il faudra toujours vous inscrire sur cette plateforme. Ensuite, il faut que les devis s'appuient sur le cahier des charges dont je viens de vous parler. Et que la maîtrise d'œuvre soit demandée à un professionnel de l'annuaire. Ensuite, il faut que le projet de travaux soit un projet de rénovation globale, donc avec plusieurs postes de travaux, de préférence, vu le cadre des nouvelles aides financières, avec un programme de travaux qui atteint au minimum les 35% de gains énergétiques. Il y a toujours des exceptions, mais c'est important d'avoir ce seuil en tête pour considérer que c'est une rénovation globale. Donc, c'est un minimum. Et ensuite, tout le long de la prestation, vous serez accompagné par la personne référente de votre arrondissement, à la fois sur la partie financière, mais également sur la partie technique, pédagogique, sur toutes les questions que vous pourrez avoir pendant cette démarche. Donc, pour vous rappeler de manière très générale notre rôle, donc, en plus de la phase de maîtrise d'œuvre dont je vous ai parlé, tout cet accompagnement,
nous faisons également le diagnostic technique global. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous bien en amont de vos projets de travaux, puisqu'on a des outils pour toutes les étapes. Et nous faisons également la vérification, l'accompagnement sur la lecture des devis. Alors voilà pour ma partie d'introduction. Donc sur le PowerPoint, vous retrouverez les liens vers tous les outils dont je vous ai parlé, notre agenda avec les prochains événements de l'Agence parisienne du climat et nos coordonnées. Voilà, je vais vous laisser prendre la parole, Monsieur Loris. Pour le partage d'écran, on a vu. C'est mon collègue qui le partage, c'est ça? On avait fait un essai hier et donc normalement je devais être co-administrateur pour pouvoir Ah oui, alors, partager l'écran. normalement c'est bon là. Si vous pouvez le mettre en plein écran, sinon là ça fonctionne bien. Merci. C'est bon? Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Très bien. Donc tout d'abord, je me présente, donc Lionel Loris. D'abord, bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc je suis architecte, expert auprès des tribunaux. L'agence a une spécialité depuis toujours, c'est donc la réhabilitation, reconversion des bâtiments anciens, et notamment des immeubles d'habitation. De ce fait, nous avons une bonne connaissance du bâti ancien, des procédés de construction, des pathologies inhérentes à ce type d'immeuble, et on est aussi membre de la compagnie des architectes de copropriété. On a l'habitude de réaliser des chantiers en site occupé, et de fait, nous plaçons l'usager et l'habitant au cœur de notre pratique, puisque certes, nous nous intéressons à la construction, mais il y a des personnes qui habitent. Et donc, notamment en phase, cette fois-ci, exécution, c'est un élément déterminant. Par ailleurs, on a une activité diversifiée. On construit aussi des bâtiments neufs, ce qui nous permet d'avoir une veille sur les procédés de construction et les nouveaux procédés de construction, notamment en structure bois. Ah, excusez-moi, le PowerPoint ne défile pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Est-ce que vous avez déjà changé de page? Pas encore, pas encore. D'accord. Vous J'arrive. pouvez juste essayer parce que Oui. c'est vrai. Ça fonctionne? Apparemment, non. Alors, on va revenir en arrière. Nouveau partage. Allez-y, essayez de défiler. Oui, c'est bon, parfait. Oui, c'est bon, nickel. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Donc, depuis plusieurs années, on s'est fait aussi une spécialité de la rénovation énergétique, et donc le confort thermique des usagers, la qualité environnementale de la construction font partie intégrante de notre démarche. Enfin, dernier point, on travaille sur plusieurs projets en matière de surélévation d'immeubles, et en particulier d'immeubles en copropriété, ce qui permet, avec les opérateurs avec lesquels on travaille, d'amener une proposition de rachat de ce qu'on appelle la charge foncière aérienne, et donc de financer ultérieurement tout ou partie des travaux nécessaires pour l'immeuble. Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait. Quelques exemples, quelques illustrations. Donc, on travaille aussi bien sur des immeubles 17e, 18e, 19e que des constructions 20e et parfois même 21e, pas trop encore, sauf pour de la sinistralité liée généralement à l'assurance
aux garanties décennales. Donc, on va dans des opérations de reprise de structure en pan de bois, des opérations pierre de taille, des opérations diverses. On intervient donc sur la rénovation énergétique. C'est plutôt des grands ensembles ou des constructions années 60, 70, mais aussi des immeubles plus récents. Là, il s'agit d'une opération des années 80 qui avait très mal vieilli. Et sinon, donc, dans les opérations de surélévation, on travaille sur la surélévation d'immeubles parisiens, comme je vous le disais tout à l'heure, en copropriété. Et juste pour illustrer le propos, donc on va, évidemment, on a une vision d'ensemble, mais on va jusque dans le détail et on travaille aussi sur de la restauration, ce qui nécessite de reconstituer des éléments spécifiques. Et enfin, dernière planche en bas, c'était pour vous montrer un exemple de réalisation. Alors cette fois-ci, pas en structure bois, mais en ossature bois, dans un îlot au cœur de Paris, avec toute la complexité qu'il peut y avoir d'organisation d'un chantier de ce type-là. Alors, la maîtrise d'œuvre de conception pour des bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété. Donc, on parle de ce type de maîtrise d'œuvre de conception, puisque l'architecte peut être amené à avoir des missions de maîtrise d'œuvre de conception qui sont différentes suivant l'objet et suivant le maître d'ouvrage. Dans un premier temps, donc, je vous parle des différents acteurs qui vont intervenir dans cette phase de mission de conception. Donc, les copropriétaires, bien sûr, le syndic qui est le représentant des copropriétaires et qui alors, sera plus ou moins impliqué suivant les copropriétés et qui joue, on peut dire, le rôle d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage, qu'on appelle un AMO. Donc, les copropriétaires, dans cette phase initiale, retiennent un programme de travaux, valident les différentes étapes de conception jusqu'à la présentation en assemblée générale. Avec l'architecte, il diffuse l'information auprès de l'ensemble des copropriétaires. Donc ça, c'est un point important, c'est cette idée de communication, de l'information, voire de concertation. On le verra plus tard, parce que c'est vraiment un élément important qui doit accompagner toute la phase de conception de manière à ce qu'il y ait appropriation du projet par le plus grand nombre. Et donc, on effectue des arbitrages et des prises de décision aux différentes étapes de conception. Donc, le rôle l'implication du maître d'ouvrage est déterminante dans la conception. Donc, il y a l'architecte, qu'on appelle l'homme de l'art. Donc, c'est un généraliste. Il pilote les études, accompagne la copropriété dans ses prises de décision, comme on vient de le voir. Il a une connaissance de la construction, de sa réglementation et du bâti ancien en particulier. Donc, ça, c'est important, puisqu'il y a des architectes qui travaillent plus spécifiquement sur d'autres types de constructions. Donc, il est important d'avoir cette connaissance du bâti ancien. Les autres acteurs qui peuvent être associés à une opération, à cette phase de conception, c'est un bureau d'études structure. Suivant les cas, il peut y avoir nécessité de faire intervenir un bureau d'études structure pour établir des calculs, ce qu'on appelle une note de calcul. On peut aussi faire appel à un géotechnicien, ce qui m'arrive sur un de mes dossiers, pour établir un rapport des sols, pour déterminer l'importance du sol et donc les renforts qu'il y aura à réaliser en infrastructure. Le bureau d'études thermiques, notamment dans le cadre de l'audit énergétique. Il peut y avoir aussi un bureau d'études acoustiques, des nuisances sonores, les problématiques liées au son sont de plus en plus matière courante. En tout cas, il y a une manifestation des copropriétaires en ce sens. Et puis aussi des règles suivant la nature. Évidemment, quand c'est un IGH, c'est un immeuble de grande hauteur, un bureau d'études spécialisé en matière de sécurité incendie. D'autres acteurs peuvent être appelés. Donc là, je fais un balayage général. Après, c'est au cas par cas. Donc, on a l'expert plomb et amiante. Alors, quand je dis qu'il peut, en réalité, ce n'est pas il peut, il doit, c'est un préalable. Il y a une obligation de faire un diagnostic au préalable concernant le plomb et l'amiante.
Voilà, les derniers textes ont renforcé cette obligation. On peut faire appel, on a plusieurs dossiers de ce type, à un expert en matière d'insectes xylophages ou de champignons lignivores. C'est les cas où la structure bois de l'immeuble. Je vous rappelle qu'il y a énormément d'immeubles parisiens, y compris les immeubles haussmanniens. La façade est en pierre de taille ou en pierre. Les murs refends, les murs sur cour, le mur des chiffres, c'est-à-dire le mur d'escalier, sont très souvent construits en pans de bois, c'est-à-dire des éléments en bois avec un élément de remplissage et ensuite un enduit par-dessus. Donc, son intervention, on a quelques cas aussi où c'est indispensable pour identifier la nature du champignon, de l'insecte qui est en train d'attaquer la structure. Le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, sa mission peut être rendue obligatoire dans certains types d'ouvrages. C'est surtout l'assureur de dommages ouvrages qui va donc va devoir, dans certains cas, va imposer le bureau de contrôle. Alors, le coordonnateur SPS, qui est une personne qui a pour mission de s'assurer de la sécurité et de l'hygiène en phase chantier, peut être appelé en phase conception, notamment quand il y a des problématiques d'organisation de chantier. Quand on intervient, quand on fait un chantier, il y a la nécessité d'une base vie pour les compagnons et parfois c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc c'est relativement rare, mais en fonction de la localisation et de la contextualisation du projet, on peut faire appel à lui. Le géomètre, très souvent, on n'a pas de relevé des existants. Donc, suivant l'importance des travaux, une fois de plus, on peut se contenter de schémas, mais parfois, il nous faut un relevé qui n'existe pas. Donc, le géomètre est la personne la plus habilitée, mais il peut y avoir d'autres personnes qui établissent les relevés. Je reviens sur... Pardon, excusez-moi. Tac. Il y a d'autres acteurs qui n'ont pas été cités, mais qui peuvent être nécessaires, qui sont importants dans cette phase conception. C'est notamment, alors j'ai vu que vous aviez mis, vous, dans votre présentation, la phase autorisation administrative. Alors, très souvent, cette phase est reportée dans la deuxième partie, c'est-à-dire que les copropriétaires vont voter un certain nombre de missions dont aura la charge l'architecte, et la phase autorisation administrative, que ce soit une DP, une déclaration préalable ou un permis de construire, interviendra dans un second temps. Il n'empêche qu'en amont, il est important de consulter certains services administratifs, notamment les architectes des bâtiments de France, les services de l'urbanisme suivant la nature du projet, une fois de plus, mais aussi les services concédés, ERDF, chez RDF, déplacement de colonnes, remplacement de certains éléments techniques, et parfois aussi, comme ça nous arrive, service des égouts, compagnie des eaux, etc. Donc, ce sont des interlocuteurs qui participent d'une manière ou d'une autre à la conception. Donc, le temps de la conception, j'ai voulu faire un éclairage particulier sur une phase préalable qui est souvent négligée ou oubliée, qui va devenir de plus en plus, enfin, avec la dernière loi climat et résilience de fin août, qui va devenir progressivement obligatoire suivant le nombre de lots de la copropriété. Donc, je parlais de la phase diagnostique. Pourquoi c'est une étape essentielle et un préalable indispensable? C'est donc une radiographie de l'état existant du bâtiment qui permet à la suite de déterminer les solutions à mettre en œuvre pour conserver ou réparer les éléments de construction concernés. Alors, ça peut être un diagnostic ciblé, c'est-à-dire que ça ne concerne qu'un aspect de la construction, ou ça peut être un audit complet sous forme d'un DTG. Le DTG étant donc le diagnostic technique global. Le DTG est réglementé, il y a 3 volets et un 4e qui est donc l'audit énergétique. Je pense qu'il y a déjà eu une information qui a été faite. Il faut savoir qu'avec la dernière loi climat, il y a une réforme
qui est en cours, enfin, qui va bientôt, les décrets d'application vont bientôt passer. Pourquoi c'est important, cette phase de diagnostic? Donc, ça permet d'identifier les pathologies, de déterminer un phasage des travaux et de prévoir ce qui est nécessaire pour assurer la pérennité de l'ouvrage et améliorer le confort des usagers. Et il s'agit d'une inscription dans le temps, parce qu'évidemment, qui dit travaux dit dépenses, donc financement. Les copropriétaires et les copropriétés en général ne peuvent pas forcément financer la totalité d'un coup. Donc, c'est établir ce qu'on appelle un phasage de manière à déterminer ce qui est urgent, nécessaire, ce qui peut attendre pour avoir un programme de travaux qui parfois peut s'étendre sur une dizaine d'années. Donc, ça permet d'avoir une visibilité, de comprendre, parce que même quand on habite depuis 20 ans dans son immeuble, on ne sait pas toujours, même quand il y a des techniciens qui habitent dans l'immeuble. Donc, ça permet de savoir quel est l'état de son immeuble et ensuite de mettre en place un programme de travaux dans le temps et de régler aussi ce que j'appelle le curseur, c'est-à-dire de déterminer le degré d'urgence entre des simples travaux d'entretien et des travaux qui peuvent aller jusqu'à des travaux confortatifs ou des travaux d'urgence. Alors, je précise que dans cette phase de diagnostic, c'est important aussi, parfois les copropriétaires, les copropriétés ne se donnent pas les moyens de faire ce diagnostic jusqu'au bout. Parce qu'un diagnostic, ça peut comporter, pour qu'il soit complet, des sondages destructifs, pour comprendre par exemple des pathologies liées à la structure, des prélèvements et analyses en laboratoire, j'ai pris l'exemple des xylophages, pour comprendre quel type d'insecte est présent et si ça nécessite un traitement et un traitement, quel type de traitement. Ça peut être une campagne photographique effectuée par drone. On nous demande assez couramment de prononcer sur l'état d'une toiture, d'une couverture. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de monter sur les toits pour différentes raisons. Avoir une campagne de drone, par un drone, une campagne photographique, ce n'est pas très onéreux. Et ça permet d'avoir une vue exhaustive de la couverture et donc des pathologies éventuelles et des solutions à mettre en œuvre. Ça peut être un passage caméra par exemple, dans des réseaux enterrés. Ça peut être la préconisation d'un fabricant, d'un industriel sur des revêtements de façade, parce que parfois on a plusieurs couches dans le temps qui recouvrent une façade. Et donc, c'est pour identifier la nature de ces revêtements pour pouvoir ensuite amener la solution technique la plus adaptée. Donc là, j'illustre mon propos par un exemple de diagnostic. Donc, on identifie sur... je ne sais pas si ma flèche, vous la voyez, qui se promène sur l'écran. Donc, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, on voit la flèche. Après, le document étant petit, ce sera plus facile pour... Après, quand ils recevront le PowerPoint. D'accord. Donc, là, le travail consistait à identifier les différents éléments, les pathologies. Ça va d'une colonisation organique à des défauts de gouttes d'eau au niveau des bavettes, etc., etc. Donc, on procède élément par élément et ensuite, on fait une analyse de ces désordres ou de ces pathologies et ensuite, on détermine les solutions qu'il conviendrait de mettre en œuvre. À la suite, alors attendez, excusez-moi parce que ça il y est presque. Tac. Bon, excusez-moi. Voilà, donc j'ai insisté sur cette phase diagnostique que d'aucuns pourraient considérer comme ne faisant pas partie de la mission conception. De fait, sur du bâti existant, c'est déterminant parce que c'est ce qui va permettre ensuite d'établir un cahier des charges adapté à la copropriété concernée. Donc là, je vais parler d'une phase intermédiaire qui n'est pas systématique dans la phase de conception dans les immeubles d'habitation en copropriété, qui est l'avant-projet. Suivant l'importance du projet, cette étape peut être passée ou, comme dans des missions d'architecte classiques, peut être développée. Par exemple,
à l'occasion d'une rénovation énergétique, on nous demande, donc on va recréer une nouvelle peau, une ITE, une isolation thermique par l'extérieur autour du bâtiment. Du coup, certains éléments type garde-corps et autres vont être déplacés et reposés, ou justement, ça peut être l'occasion d'une réflexion pour trouver une nouvelle écriture architecturale au bâtiment. C'est-à-dire profiter de ces travaux importants pour se dire peut-être qu'on a envie que notre bâtiment il ait une autre image, une autre identité. Et donc, dans ce cas-là, il y a l'intérêt de faire, je prends cet exemple, il y en a d'autres, de faire un avant-projet. J'illustrerai le propos après. On a le cas sur une copropriété avec les garde-corps. Il y a un garde-corps extrêmement dessiné. Le refaire à l'identique, c'est onéreux. Donc, on a amené plusieurs solutions. Mais du coup, ça modifie l'écriture. Et donc, il y a toute une discussion avec le conseil syndical sur quelle option on va retenir au final. Ça peut être évidemment, dans le cas, je vous le montrerai aussi tout à l'heure, des espaces de circulation, halls, couloirs, cages d'escalier, ou un immeuble qui a 40, 50 ans, la décoration ou l'aménagement qui avait été fait dans ces parties communes est daté et parfois obsolète. Et donc, il y a une réflexion qui se fait en matière de couleurs, de matériaux, de lumière. Et donc là, l'avant-projet est une phase nécessaire parce qu'on ne va pas arriver en disant, voilà, on a trouvé pour vous qui habitez dans cet immeuble, qui allez y passer tous les jours, une solution toute faite. Donc, c'est une étape de réflexion qu'on partage avec les copropriétaires. Alors, je suis désolé parce que j'ai un... Donc ça, c'est un exemple sur cette problématique, cette question des garde-corps dont je vous parlais tout à l'heure. On a un garde-corps assez, qui était la signature, on va dire, de l'architecte quand il a fait ce bâtiment. Aujourd'hui, ces garde-corps ne peuvent pas être restaurés, on doit les remplacer. Et la question se pose de est-ce qu'on s'oriente vers un garde-corps tel qu'il est là, un garde-corps industriel, ou est-ce qu'on fait une fabrication spéciale pour se rapprocher de cette écriture? Donc là, évidemment, l'avant-projet est une étape importante. Là, décidément, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Voilà. Non, pas. Ça, c'est un exemple. Alors là, il s'agit d'un immeuble années 70 où on nous demande, on doit conserver certains éléments, on doit modifier l'éclairage, on doit modifier les matériaux de sol, de plafond. Donc, on amène plusieurs solutions, on en discute. Évidemment, il y a des associations de couleurs qui sont faites. Et donc, là, l'avant-projet a tout son sens. Une fois que cet avant-projet est validé, on passe en phase donc, DCE, c'est-à-dire dossier de consultation des entreprises. Donc, cette phase comporte, il y a différentes choses. Il y a ce qu'on appelle le cahier des charges. C'est un descriptif qu'on appelle aussi le CCTP, cahier des charges techniques particulières. Et on a un autre élément important qui est la grille de décomposition du prix global forfaitaire, le DPGF. Le CCTP permet de définir la nature des prestations et de délimiter aussi ces prestations. Donc, on va dire, c'est une peinture de tel type, avec tel aspect fini, qui doit être appliquée préalablement avec tel type de préparation. Donc, on décrit la mise en œuvre dans ce cahier des charges. Et le DPGF, c'est donc un cadre, un tableau où chaque entreprise va devoir répondre. Alors, cet élément est important parce que ça veut dire qu'il y a un cadre et que pour qu'on puisse ensuite faire, on verra dans l'analyse des offres, une analyse des offres qui se tiennent, il faut que les entreprises répondent sur les mêmes articles parce que sinon, parfois, on me dit, Monsieur Loris, venez, on a organisé une consultation, nous, copropriétaires, on a reçu 4 devis, on n'y comprend rien. Oui, il n'y a pas eu de cadre et chacun a joué sa partition au lieu d'avoir une partition commune qui permet ensuite d'établir une véritable comparaison. Ce dossier, qui est donc essentiellement un dossier de pièces écrites, peut être complété donc de pièces graphiques, une fois de plus, suivant la nature du projet, où on va amener des compléments d'information pour amener l'entreprise, lui donner tous les éléments qui vont lui permettre de chiffrer. Donc, ça peut être des détails, ça peut être des vues d'ensemble. Ensuite, il peut y avoir des études techniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
donc c'est important de le communiquer. Et puis, généralement, c'est plutôt en phase de signature des marchés, mais on peut déjà indiquer que nous, on fait référence à tel type de cahier des charges particulière, administrative, et aussi à un planning prévisionnel si ça a déjà été évoqué avec les copropriétaires. Donc ça, c'est le dossier de consultation de l'entreprise. Voilà. Donc, à l'issue de cette consultation, on va procéder à ce qu'on appelle l'analyse des offres pour maîtriser les coûts. Et donc, là, il s'agit, analyse des offres, pardon, on a rajouté pour maîtriser les coûts. Il s'agit de comparer les offres afin d'établir une analyse sous forme d'un rapport qui permette par la suite à la copropriété de retenir là où les entreprises mieux disantes. Alors, pour les professionnels du bâtiment, c'est une notion connue. J'insiste quand même sur ce point. Cette notion est essentielle parce qu'il ne s'agit pas seulement de retenir l'entreprise qui sera la moins disante, c'est-à-dire la moins chère, mais il faut s'assurer que l'entreprise ait bien les qualifications pour le type de travaux qu'on envisage de lui confier, sa capacité à répondre au projet, c'est-à-dire en fonction de ses effectifs, en fonction du matériel dont elle dispose, de sa charge de travail, évidemment d'autres aspects administratifs, éventuellement les solutions techniques, parce que même s'il y a un cadre déterminé, une entreprise sur un sujet un peu compliqué peut proposer une solution technique et donc de ce fait que ce soit une solution plus pertinente et qu'elle soit donc plus pertinente dans sa réponse. Donc cette phase d'analyse, ce n'est pas simplement un comparatif entre les quantités de chaque entreprise, les tarifs unitaires et le prix au final, c'est aussi de s'assurer que l'entreprise a bien toutes les qualifications nécessaires pour pouvoir répondre aux futurs chantiers. Donc, à l'issue de cette analyse, c'est communiqué au conseil syndical. On explique comment on a procédé. Et ultérieurement, il peut y avoir, suivant les cas, ce n'est pas toujours le cas, une présentation devant l'Assemblée générale. Voilà. Sous forme de conclusion, je reviens sur ce que j'ai dit au préalable. La concertation pendant toute cette étape. Alors souvent, voilà, on va prendre un exemple. On vient nous voir, on veut faire un ravalement, les choses sont déjà entendues, on ne fait pas de diagnostic, on nous demande de consulter, et ensuite le CS prend notre analyse des offres et la transmet à la convocation de l'AG. Et puis voilà, et les copropriétaires qui n'ont pas participé se retrouvent devant, entre guillemets, le fait accompli. Donc, c'est évidemment, moi-même, copropriétaire, c'est difficile à admettre. Donc, il me paraît essentiel que pendant toute la phase de conception, il y ait une concertation, que l'information soit relayée auprès des copropriétaires afin qu'il y ait une appropriation du projet par le plus grand nombre. Et puis, je conclus sur, effectivement, cette phase d'élaboration est aussi une phase de préparation. Un de mes enseignants, il y a un certain nombre d'années, me disait toujours « un chantier bien préparé gage une réussite dans sa réalisation ». Alors, ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça veut dire que si on a pensé au maximum de choses en amont dans cette phase de conception, il y a de fortes chances que sur le chantier, même s'il y a des aléas, ce n'est pas une mécanique exacte, ça permet de maîtriser au mieux les aspects techniques et les coûts qu'il peut y avoir. Et enfin, c'est la garantie de la pérennité des ouvrages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la réception des ouvrages, qui est le départ des garanties réglementaires légales, il faut que les réparations fassent que de nouveau le bâtiment dure des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Donc, la suite, c'est à vous de jouer. J'espère que j'ai été suffisamment explicite sur le déroulé. Oui, je pense. De toute façon, le fait, il y aura le PowerPoint pour relire les éléments, il y aura également le replay, mais je pense que ça a été clair sur les différentes étapes.
Je voulais juste rappeler deux petites choses. La première chose, c'est que, donc vous en avez parlé, Monsieur Loris, le diagnostic technique global est indispensable aujourd'hui, en tout cas pour une rénovation globale et pour obtenir les aides financières les plus importantes. Donc là-dessus, nous, on peut vous accompagner à l'Agence parisienne du climat sur ce diagnostic. Sachant qu'il y a une subvention de la ville de Paris. Pour information, il y a eu un rendez-vous copro sur ce sujet. Donc, dans le cadre du mail où je vous enverrai les PowerPoint, je vous mettrai également le lien vers ce replay. De la même manière, nous avons des questions là sur les aides financières, sur Solia. Vous avez aussi eu des rendez-vous copro sur les aides financières, il y en a eu 2. Donc, n'hésitez pas à regarder rapidement ou en tout cas à consulter ces replays et également à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport aux aides financières. Autre élément, donc notre cahier des charges maîtrise d'œuvre, il prend en compte à la fois la phase conception, donc ce dont vous avez parlé, Monsieur Loris, et c'est important, il a 2 phases possibles. Il y a également la phase travaux qui est proposée dedans. En général, il est utilisé en 2 fois. Voilà, c'est pour ça que je précise. Je vais laisser la parole à Madame Notice. Je crois que vous avez un PowerPoint à partager également. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Si c'est possible, voilà, c'est un PowerPoint assez succinct, mais ça peut être utile de fixer les idées. Monsieur Loris, vous pouvez arrêter votre partage, s'il vous plaît. Vous voulez que j'arrête la vidéo ou le partage? Le partage, oui, oui. C'est bon? Alors, encore. Non, ça n'a pas marché. Ah voilà, elle me demande donc... Ça ne marche pas là. Oui, attendez, je vais y arriver. Ça y est? C'est bon. Alors, Madame Notice, vous pouvez partager votre écran en cliquant sur écran partagé en bas de l'écran. Est-ce que nous y Oui, sommes? Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Vous pouvez vous mettre en plein écran. Je vais essayer de me mettre en plein écran. Voilà, ça sera plus simple. C'est bon. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis juste la présidente du conseil syndical de l'immeuble dont je vais vous parler. Et c'est à ce titre que je vous apporte un témoignage et bien évidemment, je suis toute disposée à répondre à des questions plus approfondies. Donc là, je voudrais aller relativement vite pour parler de l'importance du conseil syndical. Nous sommes dans un immeuble qui se situe au nord du 18e arrondissement. Et qui a été retenu dans le cadre du projet Co-Rénovons Paris et notamment du projet 1000 immeubles qui s'est terminé fin 2019 de mémoire. Alors, le projet, voilà notre immeuble à l'heure actuelle.
et l'ambition, c'est d'en faire ça. Donc, on a essayé au niveau du conseil syndical de faire rêver un peu les copropriétaires dans le cadre d'un projet qui comprenait le ravalement indispensable. Le précédent date de 28 ans maintenant. Et évidemment d'une rénovation d'un aspect énergétique, puisque cet immeuble construit dans les années fin des années 70, il n'y avait pas beaucoup de préoccupations énergétiques à l'époque, donc c'est une passoire thermique en tout cas. Donc, on est passé par toutes les étapes qui ont été décrites par M. Loris. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une réaction sur l'appellation syndic assistant maître d'ouvrage. Non, pas du tout. Ne vous y fiez pas. Les syndics ne savent rien sur la rénovation des bâtiments pour la plupart d'entre eux. Donc, il faut vraiment que le conseil syndical, si vous me permettez cette expression triviale, les marque à la culotte et les demande leur aide éventuellement, mais surtout surveille tout ce qu'ils font tout le temps. C'est indispensable. Et comme on en a usé deux sur une période de 6 ans, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de syndics dans l'assistance, ils auront peut-être envie de réagir, mais voilà, je crois que c'est important que le conseil syndical, qui représente l'ensemble du syndicat des copropriétaires, assure sa fonction de maîtrise d'ouvrage, même s'il délègue ou mandate le syndic sur des aspects administratifs et financiers. Voilà. Donc, il s'agit d'une rénovation énergétique. L'objectif ambitieux, c'est de passer de quelques 240 kWh par mètre carré par an à un BBC rénovation, c'est-à-dire l'ordre d'une centaine de kilowattheures par mètre carré par an. Donc, vous voyez que la réduction devrait être substantielle si tout se passe bien. Les travaux sont en cours. Donc, voilà, on verra à la fin. Alors, le conseil syndical de cet immeuble, 6 personnes, c'est vraiment important que le conseil syndical fasse bloc, parce que lorsqu'il s'agit de faire voter des montants importants de travaux, lorsqu'il s'agit d'expliquer en milieu occupé à chacun des copropriétaires, qu'est-ce que ça apporte pour lui, pour elle spécifiquement, etc. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs sons de cloche dans l'immeuble. Donc, c'est important d'être bien soudé. Et alors, il ne faut pas se leurrer, c'est une période où il y a une partie des membres du conseil syndical qui devront consacrer du temps à ce projet. Ce n'est pas un suivi, je dirais, habituel d'une copropriété qui, par ailleurs, fonctionne bien sans problème majeur. Alors, le conseil syndical, c'est l'interlocuteur de l'Agence parisienne pour le climat. Mes premiers contacts avec l'Agence parisienne pour le climat remontent à 2014, sauf erreur de ma part. Évidemment, nous sommes là pour répondre
aux questions des copropriétaires qui sont parfois inquiets, parfois un peu agressifs aussi, parce que voilà, ils ne voient pas pourquoi ils devraient dépenser des sous. Eux n'ont jamais froid, eux ne sont pas là. De toute façon, ils louent leur appartement, donc ça ne les intéresse pas. Enfin bref, il y a un certain nombre de postures auxquelles il faut apprendre à répondre, je dirais, voilà, avec bienveillance. Le conseil syndical, c'est aussi l'interlocuteur principal du tandem architecte, bureau d'études thermiques pour ce qui est de la réalisation de l'audit énergétique et architectural. C'est aussi évidemment après l'interlocuteur de la maîtrise d'œuvre, l'architecte, et de l'entreprise qui réalise les travaux. Et, voilà, parce qu'eux sont sur place, donc on est amené à échanger avec eux beaucoup. Et puis, alors, en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour le nord de Paris, pour nous, c'était Urbanis dans le cadre de ce projet 1000 immeubles dont je vous ai parlé. Mais voilà, même ils peuvent agir évidemment en dehors de ce cadre. Et j'ai vu dans les questions passer le nom de Solia. Solia, c'était dans le contexte de Éco-Rénovons Paris, l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'occupe plus particulièrement du sud de Paris. Alors, oui, c'est toujours le cas dans le cadre des dispositifs de la ville de Paris. Vous avez des arrondissements gérés par Urbanis et d'autres par Solia. Donc, voilà. Ça n'a pas changé. Et alors, donc je ne pourrais pas parler de Solia, mais pour ce qui est d'Urbanis, ils sont encore près de nous. Ils ont été d'une bienveillance, d'une pédagogie, d'une patience. Ils sont toujours, d'ailleurs, je ne veux pas en parler au passé, assez remarquables. Donc, j'en profite pour les remercier. Alors, sur notre immeuble qui comporte 118 lots d'habitation, c'est pas un énorme immeuble, mais c'est quand même relativement conséquent. Il y a 5 bâtiments. Donc, l'audit, c'était un bon morceau. L'audit a fait des propositions de scénarios pour améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble des bâtiments. Et dans les propositions qui sont faites, il y a un truc qui est très agaçant et qu'il faut apprendre à déchiffrer, c'est que pour se conformer à ce que l'ADEME requiert en matière d'audit énergétique, on vous propose, on indique des temps de réponse, enfin les auditeurs sont amenés à indiquer des temps de retour sur investissement qui n'ont aucun sens. Parce que sur un ravalement, le ravalement, il n'y a pas de retour sur investissement, c'est juste un maintien de la valeur de la propriété. En revanche, sur les aspects énergétiques, il y a évidemment un retour sur investissement puisque vous êtes censé réduire votre consommation d'énergie. Et donc, le problème, c'est que quand vous commencez à parler aux copropriétaires en leur disant 40 ans de retour sur investissement, il vous rit au nez parce que je pense que personne n'est capable de dire où il sera dans 40 ans. Enfin, si, moi, je pense, pour moi, je sais le dire, c'est 6 pieds sous terre, mais voilà, je veux dire, c'est un peu compliqué. Tout ça pour dire que dans les étapes avant de démarrer des travaux de rénovation substantielle, c'est de communiquer avec les copropriétaires. Monsieur Loris en a parlé, mais je crois que c'est le rôle du conseil syndical, il est vraiment là. Donc, réunion d'information
pour donner les résultats de l'audit énergétique et architectural, réunion d'information pour indiquer aux copropriétaires quels sont les couples architectes, bureaux d'études thermiques que vous avez sollicités au travers du fameux cahier des charges dont il a été question tout à l'heure. Quels sont les critères que vous avez retenus pour dire finalement sur les 6 qu'on a consultés, 6 couples, on en a retenu 4 dans un premier temps, puis on a réduit à 2 et on a fini par choisir celui qui nous paraissait le plus intéressant. Pas forcément le moins cher d'ailleurs. Mais pour nous, le critère, c'était un rapport qualité-prix plutôt que simplement un coût. Tout ça, il faut l'expliquer aux copropriétaires. Donc, il faut faire des réunions. Et quand vous avez à peu près 130 copropriétaires dans l'immeuble, vous avez c'est souvent plusieurs réunions où vous allez parler de la même chose. Donc, il faut le faire. Quand il y a un montage pour des aides financières collectives, en plus des aides financières individuelles, c'est pareil, il faut aider l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence Urbanis, qui faisait l'intermédiaire entre la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires pour faire les montages des dossiers. Alors, il y a le dossier collectif, ça c'est plus simple, je dirais, mais éventuellement aider chacun des copropriétaires, les rassurer sur le fait que leur situation financière ne va pas être étalée en public, mais va bien être prise en compte de manière individualisée. Ensuite, une fois que vous avez choisi le couple architecte-bureau d'études thermiques, vous avancez avec l'architecte jusqu'au dépôt du permis de construire. Alors effectivement, l'architecte fait un boulot énorme. Hein. Moi, ça a été décrit pour tout ce qui est contact avec les monuments. Parce qu'à Paris, vous êtes toujours à moins de 500 mètres d'un monument historique, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre façade. En plus, l'option retenue, ça a été sur la façade nord, la création de beaux windows, donc une emprise sur la rue, etc. Enfin bref, tout ça demande à être expliqué et c'est vraiment pas le syndic qui va faire ça, c'est le conseil syndical qui fait. Et quand vous en arrivez finalement à la consultation au dossier de consultation des entreprises et au vote pour l'ensemble des travaux, le montant, le calendrier, etc., là, en un mois, on a fait 5 réunions, 3 réunions d'information avec l'ensemble des copropriétaires, où vous vous rendez compte que la notion de collectif pour chacun des copropriétaires n'est pas forcément la partie la plus intéressante pour eux. Et donc, il faut arriver à apporter des réponses collectives aux préoccupations individuelles. Voilà, ça demande du temps, ça demande à s'investir dans le projet pour le comprendre autant que faire se peut, même si on n'est pas ni un spécialiste de l'énergie, ni un spécialiste du bâtiment, loin s'en faut, on est juste des copropriétaires. Donc ça, c'est avant le vote décisif. Et puis après, ce n'est pas fini. Parce que après, c'est là que j'allais dire, ont commencé pour nous les découvertes j'allais dire des défaillances ou des carences ou des incompétences du syndic, avec des problèmes sur la désignation de la bonne entreprise pour faire le diagnostic amiante et plomb, avec le bon choix pour l'assurance dommage ouvrage, avec une partie dommages aux existants dont il a fallu se préoccuper, parce qu'ils ont tendance à vous répondre simplement le montant de la prime s'étend.
sans même vous parler de ce que couvre cette prime, quels sont les dommages, quels sont les risques couverts, etc. Bref, voilà, c'est pour ça que je dis non, ils ne sont pas du tout en assistance. Ils sont là pour faire de la gestion courante. Après, vous avez aussi, quand vous avez décidé de faire une isolation thermique extérieure, et ben, ça veut dire que vous ajoutez à vos façades, je dirais, 16 à 20 cm d'isolant. Les voisins ne sont pas forcément d'accord. Donc, il faut négocier avec eux des servitudes d'empiètement d'empiètement définitif, je dirais, parce que voilà, l'épaisseur du mur, c'est ce qu'elle est. Et aussi, parfois, des servitudes de tour d'échelle, et vous n'avez pas toujours une écoute très bienveillante des voisins. Donc ça aussi, c'est le conseil syndical qui va aller voir les autres conseils syndicaux, les autres copropriétaires, des voisins, etc. Quand le chantier doit commencer, le syndic doit se préoccuper de faire l'affichage pour l'information du public, etc. Tout ça, il a fallu les suivre de très près parce que ils ont autre chose à faire. Sur Paris, le sujet de la base vie de l'entreprise générale, c'est aussi quelque chose d'important parce que vous ne pouvez pas avoir une emprise sur la rue qui dure plus de 3 mois avec des algécos, j'appelle ça des algécos, enfin des constructions temporaires. Donc, quand vous avez un chantier qui est censé durer 18 à 24 mois, il faut trouver autrement. Il faut éventuellement trouver des appartements dans l'immeuble, mais ce n'est pas toujours facile à faire, etc. Un sujet majeur qui n'est toujours pas résolu à l'heure où je vous parle, c'est que la caisse d'épargne pour les prêts collectifs ne joue pas le jeu. Et je vous invite à aller lire un petit article que nous avons publié dans le 18e du mois sur le sujet parce que nous n'apprécions pas du tout l'attitude de la Caisse d'épargne qui a pris la succession du crédit foncier sur la prise en charge, entre guillemets, des prêts collectifs, mais qui ne joue pas le jeu. Et puis alors, on a fait avancer tout ça. Si je vous dis donc vote des travaux en septembre 2019 et les travaux ont démarré en mai cette année parce qu'évidemment, on a eu une année un peu compliquée. Et là, pour les travaux, c'est compliqué aussi parce que les matières premières, sans compter 2024 et le Grand Paris qui s'invite dans le contexte. Bref, il y a de quoi faire pour un conseil syndical qui a envie de voir son immeuble revalorisé, qui a envie de consommer moins d'énergie. Voilà. Donc, ça représente du travail, mais c'est vraiment quelque chose que moi je considère comme passionnant. On découvre, on apprend, on avance dans quelque chose qui est vraiment très intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Madame Notis. Alors, effectivement, vous avez des syndics qui ont des appétences différentes en termes de rénovation énergétique et on voit effectivement l'effet par rapport au projet. Après, c'est aussi notre rôle aujourd'hui d'appuyer votre travail par nous des échanges réguliers avec le syndic. Donc, c'est pour ça que si vous avez des projets dans le public de rénovation énergétique ou de travaux en général, nous aussi, on peut faire aider le syndic à monter en compétence sur ces projets pour que ça devienne plus automatique. Vous l'aviez fait, pas vous, Anne-Sophie, spécifiquement, mais bien sûr, l'aide de l'APC au niveau de l'audit
énergétique et architecturale avait été substantielle également et pour la présentation aux copropriétaires également. Oui, tout à fait. Je, On a quelques questions. Bah, allez-y, Monsieur Loris, et puis après on je voulais prendra juste une revenir sur le question. témoignage de cette dame pour dire que Oui. les opérations qu'on a réussies, notamment en matière de rénovation énergétique, c'est vraiment parce qu'il y avait un ou une présidente du conseil syndical qui était moteur, accompagné d'un conseil syndical qui était moteur aussi. Parfois, il y a une délégation à une ou deux personnes dans la copropriété qui ont plus d'appétence ou de compétences et qui vont donc accompagner le projet. Et comme cette personne l'a évoqué, c'est une charge de travail importante, non négligeable, et il faut souvent voilà, des personnes de bonne volonté et plus pour que, et c'est la condition pour que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein de raisons, ça a été évoqué là sur cet exemple, plein de raisons que ça achoppe avant la décision. Et une fois même, puisqu'on n'a pas évoqué la maîtrise d'exécution, une fois même que les travaux sont votés, il y a encore d'autres embûches qui arrivent. Donc, c'est pas un long chemin tranquille, fleuve tranquille. En tout cas, ça nécessite l'investissement. Il faut qu'il y ait des personnes porteuses du projet. C'est pour ça que je les ai mis en avant dans la présentation des acteurs. C'est déterminant. Et vous pouvez avoir les meilleurs maîtres d'œuvre et bureaux d'études du monde. S'il n'y a pas c'est ce qui a été décrit par cette dame, et ça ne passera pas, surtout sur des projets importants, du type rénovation énergétique. Voilà. Oui, tout à fait. Le travail d'équipe au sein des copropriétaires est très important pour pouvoir avancer, notamment pour pas qu'une seule personne s'épuise sur le projet. Et cette dame n'a pas parlé, comme il y a une inscription dans le temps, du changement du paysage des copropriétaires. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé, ça peut durer sur 2 ans, entre le début de nos études, enfin, à partir du moment où on est missionné et au moment où il y a le vote en AG, certains copropriétaires ont déménagé, d'autres, leur situation financière a changé, d'autres, leur vie a changé, etc. Et donc, des personnes qui pouvaient être partantes au départ ne le sont plus forcément à l'arrivée. Et cette inscription dans le temps de toute cette phase conception sert pour le projet, mais peut desservir pour la prise de décision définitive. Et là, il y a une question nous, souvent, on réfléchit avec les copropriétaires, le conseil syndical et autres, comment raccourcir ce temps pour qu'il n'y ait pas de perte de décision au fil du temps. Oui, tout à fait. Alors, on a quelques questions qui vont compléter ou reprendre quelques éléments de ce qui a été présenté. Alors, la précision sur la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc c'est une mission qui est à part des missions de maîtrise d'œuvre. Donc, maîtrise d'œuvre, ce sont les architectes, les bureaux d'études thermiques qui vous accompagnent. La maîtrise d'ouvrage, c'est la copropriété. Le syndic est une entreprise qui est pour la gestion de base et pour l'accompagnement. Une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est un professionnel qui le plus souvent est indépendant de la maîtrise d'œuvre. Dans certains cas, ça peut être la même équipe, mais avec des personnes différentes. Là, l'idée, c'est d'avoir une prise de recul sur ce qui est proposé, un rôle un peu plus neutre. Vous avez peut-être entendu parler de l'assistance à maîtrise d'ouvrage MaPrimeRénov' copropriété. Donc là, c'est un système particulier lié spécifiquement à l'aide MaPrimeRénov' copropriété. Là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très long. Comme je vous ai dit, on a fait un webinaire sur ce sujet-là. Et si vous avez des questions précises là-dessus, nous pourrons en discuter. Ça fait partie des choses qu'on explique en conseil. Ensuite, rapidement, il y a des questions sur lesquelles je peux répondre. Donc, je vais le faire déjà. Pour la subvention de la métropole, la priorité, c'est d'aboutir aux travaux. Donc, sachant que normalement, quand vous passez en phase de maîtrise d'œuvre, la logique est de faire les deux, c'est-à-dire la phase de conception et la phase de suivi des travaux. Donc, la subvention est donnée
dans ce cadre-là. Après, si vous vous arrêtez à la fin de la conception, il est possible qu'elle soit donnée, mais à partir du moment où on part quand même d'un projet de rénovation globale. Donc ça, ce sera de l'adaptation au cas par cas, puisqu'elle vient d'être lancée. Mais il faut vraiment avoir en tête que l'objectif, c'est de voter des travaux de rénovation globale. Donc c'est là, vous poussez, vous accompagnez, vous aidez à aller jusqu'à cette étape qui sont les étapes les plus importantes. Et donc, c'est aussi pour répondre à une autre question. Donc, la maîtrise d'œuvre fait le suivi des travaux. En général, c'est la même entreprise qui fait la phase de conception et de suivi des travaux. Après, ça peut arriver que ça change, mais c'est plus courant comme ça. Alors, est-ce que vous me permettez Oui, juste oui. une intervention à propos justement de la maîtrise d'œuvre qu'on peut conserver entre la conception et la réalisation, ce qui est quand même globalement souhaitable. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi des taux de TVA qui évoluent, qui varient selon que vous conservez cette maîtrise d'œuvre ou pas. Donc, ça, ce n'est pas négligeable et c'est encore un point qui n'est pas forcément maîtrisé par les syndics. Donc, à savoir, hein, les honoraires de l'architecte qui a assuré la partie conception jusqu'à l'établissement du dossier de consultation des entreprises et la présentation en assemblée générale. Si vous ne continuez pas avec cet architecte-là, eh ben la TVA, c'est 20%. Si vous continuez avec lui, la TVA, c'est 5,5%. Ce n'est pas forcément rien. Hein. 10% pour les travaux et 5% dans le cas de la rénovation énergétique. Voilà, et 10% pour des travaux sur l'existant. C'est exactement... si la mission s'arrête à la conception, c'est du 20%. Si c'est une mission complète, c'est 10 ou 5,5 suivant la nature des travaux, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, nous avons une question sur la rémunération. Alors, je suppose que la question, c'est sur la maîtrise d'œuvre et pas sur la maîtrise d'ouvrage, puisque les copropriétaires sont en maîtrise d'ouvrage. Comment rémunérer la maîtrise d'œuvre? C'est une question? Oui, c'est une question. Oui, je vous laisse répondre, c'est votre cœur de métier. Généralement, je vous ai dit, on fait partie de la compagnie des architectes de copropriété. Donc, il y a une pratique actuelle qui est de forfaitiser la première phase. Je ne parle pas forcément dans le cadre d'une rénovation énergétique, mais aussi, c'est-à-dire toute cette phase de conception de l'établissement du cahier des charges jusqu'à la remise du rapport d'analyse des offres. Voilà. Après, ce forfait dépend de la nature des travaux, de la complexité et du montant aussi, puisque voilà, suivant qu'on s'adresse à une copropriété de 20 lots ou à une copropriété de 500 lots, derrière, il va y avoir un montant de travaux qui ne va pas être le même et donc un forfait qui ne va pas être le même. Donc, en règle générale, cette première phase est forfaitisée. Après, les honoraires sont libres depuis longtemps pour les architectes, donc il y a des pratiques et après chacun est libre de faire la proposition qu'il entend pour le montant d'honoraires qu'il souhaite. L'autre manière, c'est de calculer un pourcentage, mais le pourcentage, normalement, il s'appuie sur un montant hors taxe, sur un montant de travaux hors taxe. Donc, dans cette phase-là, par définition, sauf s'il y a eu une évaluation du coût d'objectif, du coût prévisionnel en amont, on n'a pas de budget déterminé. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ces éléments de mission sont forfaitisés. Et ensuite, par contre, dans la phase direction de travaux jusqu'aux opérations de réception des ouvrages, il peut y avoir ou un forfait à nouveau ou un pourcentage sur le montant des travaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question posée. Voilà. Oui, je pense, tout à fait. C'est pour donner des exemples. Et si toutefois il n'y avait pas de coquille et qu'il s'agissait bien de la maîtrise d'ouvrage,
je rappelle que le conseil syndical travaille de façon totalement bénévole. Oui. Tout à fait. Vous travaillez pour votre, Travaille, pour voilà, votre pour bien. notre patrimoine, hein, mais Exactement. voilà, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a aussi des honoraires pour le syndic, comme à chaque fois, enfin vous avez dû le voir, à chaque fois que vous votez des travaux, il y a des honoraires avec un pourcentage. Souvent c'est un pourcentage, peut-être qu'il y a des forfaits. En tout cas, c'est toujours une partie négociée, comme pour tous vos travaux de copropriété. Alors, Oui, ensuite, et il faut le négocier, effectivement, en fonction du montant des oui, travaux, c'est important. Il y a une chose qui me chagrine un peu, alors c'est pareil, hein, je ne sais pas comment fonctionnent tous les syndics, mais sur des travaux de longue durée comme ça, le syndic n'hésite pas à se payer la part, certes négociée, mais avant même que les travaux soient commencés. Donc ça arrive. On ne peut pas leur refuser, mais on est en droit d'attendre derrière quand même un soutien sans faille. Et bon, l'expérience montre que ce n'est pas forcément sans faille. effectivement. Enfin, je ne veux pas casser l'ambiance, hein, je m'entends Non, très non, bien mais avec notre syndic, mais c'est vrai qu'on a eu affaire à des gestionnaires. C'est pour ça que je ne veux pas mettre c'est ça. l'ensemble qui se sont avérés compétents. On en a quand même usé 3. Là, on a quelqu'un qui semble un peu plus... Mais bon, voilà, 2 syndics, 3 gestionnaires, c'est épuisant. C'est épuisant de les suivre en permanence. En fait, c'est aussi un changement de métier, effectivement. Donc, ça demande une manière de travailler très différente. Comme vous, en tant que conseil syndical, vous n'avez plus à faire la même chose que simplement prévoir un ravalement de façade tous les X années. Donc, c'est important de l'avoir en tête pour l'amélioration énergétique d'une copropriété. Ce n'est pas le même investissement que des travaux plus courants. Alors, nous avons, pour tout ce qui est prix, écart de prix, coût des travaux en fonction du type de travaux, ça va vraiment dépendre de votre projet. Donc là, ça va être difficile de vous donner des réponses sans connaître les projets. Et la meilleure façon, c'est de regarder des devis et de regarder si c'est possible de les comparer et sur quels critères. Donc ça, si vous avez besoin, pareil, d'accompagnement, on pourra regarder ensemble en vous inscrivant sur la plateforme. La personne de l'arrondissement pourra regarder dans le détail votre projet et les différents devis que vous pouvez avoir. Je peux juste faire une remarque là-dessus, c'est-à-dire que même si vous faites un comparatif avec des opérations similaires, c'est-à-dire des prix au mètre carré, par exemple pour une ITE avec un enduit gratté, par exemple, ou des remplacements de ceci avec chaque projet est spécifique. Et justement, c'est dans le détail que c'est important. Ce n'est pas juste des prix au mètre carré ou des prix au mètre linéaire, c'est de réfléchir à tous les éléments et ça peut impacter d'une manière significative. Par contre, ce que je disais dans l'évocation de la phase diagnostique, pourquoi elle est déterminante, c'est parce que souvent des copropriétés viennent nous voir parce qu'elles doivent faire un ravalement ou parce qu'il y a un réseau fuyard ou un problème de fuite en toiture. Et donc, vraiment, le fait d'avoir une vision globale, ça permet par la suite, donc de faire ce diagnostic dont on parlait, ça permet de mutualiser un certain nombre de travaux. En l'occurrence, par exemple, l'échafaudage, c'est-à-dire au lieu qui peut représenter un coût non négligeable, qui représente un échafaudage sur pied, 15% par exemple de travaux de ravalement,
Et donc, qui nécessite le fait de réfléchir, quitte à repousser un peu les travaux pour en même temps profiter pour refaire les souches de cheminée ou l'étanchéité de la toiture terrasse ou des éléments comme ça. C'est important parce que je viens d'en donner l'illustration, c'est-à-dire au lieu de payer 2 fois avec toutes les problématiques ensuite de nuisance aussi pour les habitants, il faut, voilà, au coût s'ajoute aussi cette notion d'inscription et d'avoir une réflexion sur un phasage qui permette d'avoir aussi la meilleure économie possible sur la rénovation de son immeuble. Oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas des questions sur lesquelles on va pouvoir répondre dans le détail, parce qu'il y a une question sur pouvez-vous détailler les relations avec la direction de l'urbanisme, les ABF, le Vieux Paris, pour assurer le succès d'une déclaration préalable. Alors, je pense qu'on pourrait faire un rendez-vous copro spécial là-dessus. Donc là, en fonction de votre projet, on peut déjà vous donner des éléments généraux en fonction de ce que vous souhaitez faire comme travaux. Et ensuite, c'est un travail, nous, qu'on peut mettre en place, puisqu'on est en lien avec la direction de l'urbanisme, avec votre architecte. On peut appuyer les demandes de déclaration préalable auprès des personnes compétentes. Voilà, ça c'est un sujet à lui tout seul. Voilà. Donc après, si vous avez des conflits entre syndic, conseil syndical et copropriétaire, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. La première, c'est de s'appuyer sur nous pour essayer de trouver un équilibre pour que le syndic représente ce que vous souhaitez. Voilà, donc des fois ça fonctionne, ils se forment, on arrive à échanger, à faire comprendre les enjeux. Après, vous avez, comme Madame Notis l'a dit, des copropriétés qui changent de syndic quand il y a besoin. Voilà, ça peut arriver d'avoir cette solution-là. Ce qui est important, c'est d'être bien accompagné à toutes les étapes. Donc, c'est vrai que le choix des professionnels est essentiel. Donc, comme vous a dit Madame Notis, c'est d'être attentif à chaque étape, surtout si vous avez des blocages. En fait, il faut toujours écouter quand il y a des conflits, ce que chacun a à vous dire de sa façon de voir le conflit. Et le conseil syndical, il n'est pas là pour résoudre les conflits, mais pour essayer d'en mesurer l'impact sur un projet dont on a estimé qu'il apportait vraiment une revalorisation du patrimoine, par exemple. Donc, voilà, on s'est efforcé, là, les 6 personnes de l'équipe, d'être le plus possible à l'écoute. Et enfin, je trouve que on avance pas mal. On a vraiment une excellente relation avec l'architecte et l'entreprise. On s'entend bien avec le syndic, mais il faut vraiment le suivre. Il y a un acteur, un interlocuteur dont je n'ai pas parlé, mais qui n'est pas négligeable, c'est l'ARC. Il y a d'autres peut-être associations, mais donc l'association, je ne sais pas, un copropriété. Oui, des représentants de copropriété ou quelque chose comme ça. D'abord, ils ont plein de dossiers sur lesquels vous pouvez aller voir justement pour les financements des travaux et tout ça. Ils sont bien. Ils font aussi des webinaires pas inintéressants et ils peuvent vraiment apporter un soutien pour des questions. Mais c'est pareil. Là, c'est une association, ils ne sont pas là 24 heures sur 24, enfin, c'est un peu compliqué. Monsieur Loris, si vous me permettez, je voudrais insister sur le fait que l'architecte, quand il intervient, en tout cas sur des questions de rénovation énergétique, c'est important qu'il
fasse la conception, j'allais dire, y compris dans les détails, et que ce ne soit pas l'entreprise qui, sur la base d'une conception un peu généraliste et floue, apporte ses solutions, parce que ça marche pas bien. Parce que l'entreprise, elle va essayer de faire du fric. Donc, c'est vraiment très important pour ça aussi d'avoir une bonne relation avec l'architecte de la copropriété. Excusez-moi, je parle beaucoup. Non, mais, donc je reviens sur ce point, effectivement. Le détail, c'est déterminant et il ne faut pas le laisser au hasard et donc en l'occurrence au choix. C'est pour ça que je parlais d'un cadre tout à l'heure de pièces écrites pour la consultation, mais aussi de pièces graphiques et qui permettent de souligner certains détails techniques, notamment sur des appuis de fenêtres, notamment sur des acrotères, etc. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous à 100%, parce que c'est là où on va voir aussi la différence. Et si ça n'a pas été défini, on se retrouve avec des solutions techniques qui ne conviendront pas, ni aux copropriétaires et parfois à l'architecte. Donc, c'est vraiment déterminant ce que vous venez de dire. Et juste une dernière chose, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un troisième intervenant, un quatrième en l'occurrence, qui soit le syndic, parce que je ne suis pas là pour défendre les syndics, mais je travaille avec un certain nombre de syndics. Donc, simplement pour dire qu'il y a aujourd'hui, au niveau des directeurs de copropriété, au niveau des responsables de cabinets de syndic, ils ont bien conscience que ça a évolué, que leur métier a évolué, qu'il y a cette nécessité de s'approprier ces nouveaux savoir-faire. On n'est plus simplement dans un ravalement de pierre de taille ou en Cholet. Et donc, il y a certains cabinets qui travaillent à mettre à niveau leurs collaborateurs de manière à ce qu'ils deviennent des participants à part entière dans ces opérations. Et ça, c'est moi, je vous dis une fois de plus, voilà. Alors après, je ne dis pas que tous les syndics le font. En tout cas, il y a une volonté pour ceux, en tout cas, avec qui on travaille, de faire évoluer les choses en ce sens, y compris des syndics très âgés qui disent, Monsieur Loris, il faut avancer, et si nous, on n'avance pas, comment ça avancera? Mais voilà, c'est juste, une fois de plus, je ne suis pas là pour... Mais ça aurait été bien de les entendre aussi par rapport à ce que ça pose comme problème, parce qu'une fois de plus, la culturation, elle est déterminante pour les copropriétaires, les membres du conseil syndical. Madame, son témoignage nous dit qu'elle a beaucoup appris et qu'elle continue et que ça a été... Voilà. Je pense que chez les syndics, dont on pense que c'est le métier, mais c'est aujourd'hui pas forcément le métier, ils ont aussi une mise à niveau à faire. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, qui est en train de se faire pour certains d'entre eux, ou qui est déjà fait. Il y a des formations qui sont prévues. Nous, on fait de l'animation également et on les accompagne comme on accompagne les copropriétés pour justement que chacun ait un rôle un peu plus facile. Voilà, chacun son rôle. C'est plus simple quand tout le monde est un peu acculturé sur le sujet. Il y avait une dernière question juste sur le prix de votre rénovation. Est-ce que, Madame Notice, vous avez le chiffre Oui, tout à fait. Coût de la rénovation? Oui. Donc, le prix hors taxe de la partie travaux, uniquement de la partie travaux, c'est-à-dire que j'exclus le bureau de contrôle et tout, et le syndic et même la maîtrise d'œuvre, c'est 3,2 millions hors taxe. Est-ce que vous m'autorisez à dire le montant que la ville de Paris nous a attribué? Oui, c'est pour expliquer aux personnes qui suivent, c'est un accord préalable qui ensuite est confirmé sur la base des travaux. Voilà, ça a été confirmé, bien sûr. Voilà, donc, nous avons obtenu 1,2 million. Donc, c'est loin d'être négligeable sur le montant des travaux. Donc, avec un engagement à réduire la consommation d'énergie. Je vous ai dit, on passe de 240 à 104 kWh par mètre carré par an. Donc, on réduit de plus de 50% la consommation d'énergie.
Tout à fait. C'est un projet qui, quand les travaux seront finis, fera l'objet de toute façon d'une fiche sur notre carte des copropriétés rénovées. Voilà. Chouette. On espère bien que ce sera pour bientôt. Donc, merci en tout cas pour... c'est ça. Merci en tout cas pour vos interventions, Monsieur Loris, Madame Notis. Merci aux participants. Donc, on va s'arrêter là pour les questions, sachant que vous avez vu tout ce qui est questions plus précises sur votre projet. Il vaut mieux poser les questions dans le cadre d'un rendez-vous avec un des référents de votre arrondissement. Comme je vous ai indiqué, si vous souhaitez obtenir les PowerPoint ainsi que les liens vers les documents dont je vous ai parlé, merci de prendre le lien vers le SurveyMonkey que vous avez dans le chat, de vous inscrire. C'est aussi un questionnaire de satisfaction et vous les recevrez normalement avant la fin de la semaine avec tout ce qu'on a présenté. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez aussi en profiter. Voilà, donc merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.